Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top. On est parti pour un épisode FAQ Paye ta carrière. Un épisode où je viens répondre à toutes tes questions sur ta paye et ta carrière professionnelle. Une fois n'est pas coutume, on est ensemble à 12h30 parce que hier j'ai zappé, hier soir à 21h, j'ai zappé notre petit rendez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que le taf ça se passe bien. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde en télétravail aujourd'hui, c'est plutôt une journée en général où les gens sont au bureau. En tout cas, il y aura le replay pour ceux qui pourront pas assister au direct. Et du coup, je réponds comme d'habitude à 5 questions que vous m'avez posées en story. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions en direct, je les prendrai aussi. Coucou Perla Negra qui me dit que salut, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que si vous n'avez pas encore mangé, bon appétit à vous. Et pour ceux qui sont en train de manger, bon appétit aussi. Et puis ce que je voulais dire, l'actu du moment qu'il faut absolument pas rater, à partir de vendredi, samedi, dimanche, je serai en challenge. Donc je vous offrirai 3 masterclass gratuites. Les sujets et la thématique, c'est vraiment de vous aider à transformer votre carrière. Donc le premier jour, c'est comment est-ce que je fais pour négocier mon salaire et pour décrypter les propositions d'embauche qui me sont faites. Le deuxième jour, ce sera une masterclass sur comment négocier un départ. Donc si là, t'es revenu des vacances et que tu te traînes à aller au boulot, il faut venir, c'est pour toi. Et le troisième jour, ça va être comment est-ce qu'on vérifie un solde de tout compte. C'est une question qui revient tout le temps. Donc, il y a 3 masterclass, 3 jours. Il faut compter environ 2 heures par jour. Il y a un replay pour les inscrits qui sera valable pendant une semaine si vous pouvez pas assister à un direct. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez juste à commenter challenge ou à m'écrire en DM et je vous envoie le lien d'inscription. Hello tout le monde. Donc sans plus attendre, on passe au vif du sujet et on prend les premières questions que vous m'avez déposées. Ça marche. Donc la première question que j'ai eue, c'est quelqu'un qui me dit je suis en arrêt maladie, est-ce que je conserve le droit aux avantages CSE, 13e mois, etc. Alors pour tout ce qui est... Alors, CSE et 13e mois, déjà, c'est pas du tout la même chose. Tout ce qui est CSE, le CSE, pour ceux qui savent pas, c'est le comité social et économique dans les entreprises. Donc, c'est ils peuvent proposer des avantages, etc. Et eux, Perla Negra, je vois que t'as mis challenge. Faut que tu me l'écrives en DM ou en commentaire du post quand j'aurai mis le replay. Donc, voilà. Ou sinon, sur le lien dans ma bio, normalement, vous devez trouver le lien. Ça marche. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, voilà. Donc, le CSE, c'est un organe qui est à part, qui a un budget à part. Et du coup, eux, ils ont des avantages. Et à partir du moment où vous êtes dans les effectifs de l'entreprise, normalement, vous devez avoir le droit à vos avantages. Je sais pas parce que vous êtes malade qu'on doit vous sucrer vos avantages. Si vous avez le droit de partir à Disney, droit à des billets particuliers, à des chèques vacances, etc. Vous y avez droit dans les mêmes conditions à partir du moment où vous remplissez les critères qui sont demandés par le CSE pour les accorder. Donc ça, théoriquement, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a la partie du 13e mois. Et le 13e mois, c'est un peu un mot fourre-tout qui peut regrouper plusieurs réalités. Le 13e mois, ça peut être juste votre salaire annuel qui est divisé par 13. Et si tu me dis que tu es en arrêt maladie et que tu as un maintien de salaire, ça veut dire que théoriquement, ton salaire est encore maintenu et donc cette part de ton 13e mois, elle va être maintenue aussi. Par contre, si tu as une prime de 13e mois, ça veut dire que en plus de ton salaire annuel, on va te verser dans l'année une prime de 13e mois ou une prime de fin d'année, appelez-la comme elle est appelée dans votre entreprise. Là, faut que tu te renseignes sur les conditions d'attribution de cette prime de 13e mois. Et s'il y a des conditions liées à la présence, potentiellement, elle peut être proratisée. Donc, ça veut dire qu'on va te la verser au prorata de ton temps de présence ou peut-être potentiellement, si t'as pas atteint un certain niveau de présence, peut-être que la règle dit que tu n'y as pas le droit. Donc, ça dépend vraiment des éléments. N'hésite pas à prendre le temps de regarder les accords qu'il y a dans ton entreprise et éventuellement à te renseigner auprès des RH de ta boîte. Ok, on passe à la question numéro 2. Ma boîte me fixe des objectifs inatteignables pour des augmentations de genre 1%. Comment est-ce qu'on fait pour négocier ? Donc vraiment pour négocier, il faut avoir en tête que vous êtes 2 à discuter. Donc la boîte elle fixe des objectifs inatteignables, sont inatteignables, c'est sur les objectifs qu'il faut négocier pour les rendre atteignables, démontrer qu'ils sont pas atteignables et ne pas valider ces objectifs-là. Ensuite, il faut aussi décorréler la notion d'augmentation de salaire et la notion objectif. Tu peux avoir une partie de ta rémunération qui est variable et donc qui est liée à
des objectifs, mais le fait d'avoir une valeur par rapport à ton profil, une valeur marché, et de respecter cette valeur marché, ça n'a rien à voir avec l'atteinte des objectifs ou pas, et il faut s'assurer que ta rémunération, elle est alignée avec le marché. Donc, il y a une recherche à faire pour voir est-ce qu'aujourd'hui ta rémunération elle est cohérente avec le marché, et ensuite une négociation à dérouler avec une stratégie de négociation en fonction de tes forces, tes faiblesses, tes atouts, ce que tu apportes à l'entreprise et comment tu vas le présenter pour obtenir des résultats. Donc c'est une question qui est très large, que ça revient à comment négocier tout court, et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à participer au challenge, on y reviendra vraiment plus en détail que là. Il y a Perla qui me dit en longue maladie le 13e mois n'est plus maintenu, peux-tu me le confirmer? Comme je l'ai dit, il faut que tu te renseignes sur le type de 13e mois que tu as et les conditions de ton 13e mois. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas un 13e mois qui est inscrit dans le code du travail. Chaque 13e mois, il est défini au niveau de ton contrat de travail ou au niveau d'un accord d'entreprise, et donc là, il faut que tu regardes les conditions. Il peut y avoir des cas où même en longue maladie, tu peux avoir du 13e mois, ça dépend des conditions dans ton entreprise. La question numéro 3. Est-il normal de remplacer un agent de maîtrise et d'avoir 10 € par jour de remplacement? Alors, elle m'a fait rire cette question parce que, bah ouais, c'est normal, c'est toi qui définis qu'est-ce qui est normal ou pas, en fait. Il y a pas de règle absolue, nulle part dans le code du travail, on dit, si vous remplacez un cadre, c'est 30 €, si vous remplacez un agent de maîtrise, c'est 10 €, si vous remplacez un employé, c'est 5 €. Ça n'existe pas, ce genre de règle. Donc, il n'y a pas de normalité, en réalité. Donc, si, votre employeur vous propose de dire, bah écoute, un tel est parti, je te le remplace et je te paye 10 € par jour, c'est à toi de définir, est-ce que moi, je considère que c'est une somme suffisante. Est-ce que j'estime que par rapport à la charge de travail que ça va me générer, je trouve que c'est juste, c'est équilibré, ou est-ce que je trouve que c'est pas équilibré? Et auquel cas, je vais dire, bah non, moi je veux plutôt 30 € par jour, 50 € par jour, 10 € par jour, 3 € par jour. C'est une négociation. Donc, est-ce que c'est normal ou pas? Ça veut rien dire. Et encore, même si dans la boîte, eh bien, c'est des règles qui ont été définies, les RH peut-être se sont penchés, il y a eu des accords, des négociations qui ont été faites, c'est la règle et les normalités, les normes de ta boîte. Ça veut pas dire que toi, tu es obligé d'être aligné avec ces normes-là. Et si t'es pas aligné avec ces normes-là, bah tu peux tout à fait les remettre en question. Ils sont pas obligés d'être d'accord avec ta norme à toi, mais c'est de la discussion, c'est de l'échange. Il n'y a pas de règle absolue, de normalité dans ces sujets-là. La question suivante, c'est comment est-ce que je fais pour comparer un 35 heures et un 39 heures en termes de rémunération? Bah, la différence principale entre un 35 heures et un 39 heures, c'est que tu vas avoir 4 heures par semaine de plus de travail. Ces 4 heures par semaine de plus de travail, elles peuvent être valorisées de différentes façons. Donc pareil, va falloir te rapprocher de ton contrat de travail, des accords de RTT, des accords d'entreprise qui ont pu être négociés dans ta boîte pour voir comment elles sont valorisées, ces 4 heures supplémentaires. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand tu vas négocier ton salaire en entretien d'embauche, quand tu vas être face à un employeur et qui va te demander tes prétentions salariales, il te demande des prétentions salariales par rapport à un horaire qui est déjà défini. Donc, si vous parlez sur un 39 heures, le salaire que tu vas dire, si tu dis je veux 30 000 €, bah c'est 30 000 €, c'est pour 39 heures, c'est pas pour 35 heures et après il va me rajouter des heures sup. Donc dans tous les cas, pour toi, ça revient au même. C'est-à-dire que si tu as une offre de l'entreprise A qui te dit bah tu vas travailler 35 heures par semaine, je vais te payer 30 000 €, et l'entreprise B qui dit tu vas travailler 39 heures par semaine, je vais te payer 30 000 €, à la fin de l'année, tu auras eu 30 000 €. Sauf que dans un cas, tu auras fait 4 heures de plus. Donc il n'y a pas vraiment de calcul savant à faire par rapport à la rémunération. Par contre, il y a un calcul à faire par rapport au temps que tu vas passer à travailler. Et après, là, moi, j'ai envie de dire, c'est aussi très personnel parce que il y a le temps de travail effectif où tu es dans l'entreprise, mais admettons que l'entreprise B, l'entreprise A qui te propose 35 heures, elle est à 2 heures de route de chez toi et tu as 2 heures de route pour y aller pour faire 35 heures. Bah oui, mais ces 2 heures de route, c'est pas considéré comme du temps de travail par l'entreprise, mais c'est du temps que tu vas consacrer à te rendre à ton travail. Et peut-être que l'entreprise B, qui est à 5 minutes de chez toi, tu vas faire 39 heures sur place, tu es aussi à 30 000 €, mais tu vas pas passer 4 heures par jour dans les transports. Donc, à voir et à analyser, mais il y a beaucoup de critères à mettre dans la comparaison d'une offre d'emploi par rapport à l'autre. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous êtes en train de négocier votre salaire, ne vous dites pas que l'entreprise va rajouter de l'argent par rapport au package de rémunération que vous êtes en train de faire. Dites-vous surtout, dans celui-là, je vais avoir plus de temps de travail pour tel salaire et dans l'autre, je vais avoir moins de temps de travail. Et après, en fonction, quelle est la compensation qu'il y a
pour ces heures supplémentaires? Est-ce que je vais avoir plus de RTT du coup, ou est-ce que je vais pas avoir plus de RTT? Et c'est plutôt comme ça qu'on va essayer de voir sur l'année combien je vais travailler pour quel salaire vs l'autre proposition qui m'est faite. Ça marche. Et la dernière question que j'ai eue en amont, c'est comment est-ce que je fais pour calculer les heures supplémentaires en modulation pour un contrat saisonnier de 6 mois, par exemple. Alors, la modulation, pour ceux qui savent pas, c'est en fait le fait de dire que tes heures supplémentaires, tu vas faire souvent des heures, mais tu vas pas tout le temps travailler le même nombre d'heures dans les semaines. Il va y avoir des semaines basses où tu vas faire moins d'heures, des semaines hautes où tu vas faire plus d'heures. Et plutôt que chaque semaine, on calcule tes heures supplémentaires et qu'on te les paye, on va définir une périodicité et c'est à la fin de la périodicité qu'on va calculer quelles sont les heures supplémentaires que tu as faites et réellement te les payer si tu as eu des dépassements. Ça, à partir du moment où tu entends le mot modulation, ça veut dire qu'il y a eu un moment donné des gens qui se sont assis, qui se sont accordés sur c'est quoi la période de modulation, c'est quoi les semaines hautes, c'est quoi les semaines basses, ce sera quoi le planning. Et moi, je peux pas te dire ça va être quoi le calcul des heures supplémentaires si j'ai pas ce document, cet accord de modulation du temps de travail. Donc si tu signes un contrat, que ce soit en CDD ou en CDI, et que tu entends qu'il y a de la modulation du temps de travail, il va falloir que tu récupères l'accord de modulation du temps de travail pour voir comment est-ce qu'on va organiser le planning, comment est-ce qu'on va définir les limites à partir desquelles on va déclencher des heures supplémentaires, à quelle période de l'année on va les payer, et à ce moment-là, tu pourras faire tes vérifications. Mais si tu n'as pas ces éléments-là, c'est impossible de te dire c'est ça ou ça, il n'y a pas de règle unique qui s'applique à tout le monde. Il y a des petits accords de modulation qui peuvent être faits, on va dire par rapport au code du travail, mais sur des longs accords de modulation, sur 1 an, sur 6 mois, etc., il y a forcément un accord de modulation, sinon c'est pas possible de le mettre en œuvre. Voilà pour les questions que j'ai eues dans la boîte à questions. Je vais regarder dans le chat si vous m'avez posé des questions supplémentaires. Sinon, n'hésitez pas à le faire et puis je les prendrai avant de partir. Et puis aussi, si vous avez des questions sur le challenge, n'hésitez pas aussi à les poser. Comme ça, je pourrais vous répondre. Il y a Tina qui me demande, je suis actuellement en formation paye, quel site tu peux me conseiller pour les cours, s'il te plaît? Alors, du coup, moi, ce que je te recommande, Tina, c'est vraiment déjà d'être pas mal sur LinkedIn et de suivre beaucoup de comptes sur tout ce qui est droit du travail, tout ce qui est juriste, parce que sur tout ce qui est actualité légale, sur les nouveautés, aujourd'hui, je trouve que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de contenu hyper qualitatif qui arrive, et notamment sur LinkedIn. Sinon, tu vas avoir les sites un peu classiques, RFPay, Légisocial, t'en as vraiment beaucoup. T'as aussi le site du service public qui est vraiment pas mal. Après, moi, je suis pas spécialisée en formation paye pour les gestionnaires de paye, mais t'as aussi le site de la paye facile de Anthony Roca, qui est aussi sur les réseaux sociaux et qui a plein de boîtes à outils assez sympas pour les gestionnaires de paye. Donc voilà, j'espère que ça te sera utile. Je regarde s'il y a d'autres questions et si j'en ai pas loupé. Perla qui me demande, qu'en est-il de la monétisation du compte épargne-temps? Est-ce que c'est soumis aux cotisations, etc.? Normalement, par rapport au compte épargne-temps, quand tu vas mettre des jours de congé dans ton compte épargne-temps, ça dépend à quel moment tu vas le débloquer et à quel moment ça va être placé. Mais normalement, tout est soumis à cotisation à partir du moment où soit ça a été soumis à cotisation avant que tu le mettes dans le CET, soit ça va être soumis à cotisation quand tu vas te le faire payer. Mais faut partir du principe que en France, à partir du moment où tu ne travailles pas au noir, tu dois payer des cotisations sur l'argent que tu touches. Donc, sauf si c'est quelques cas particuliers comme la participation, l'intéressement qui vont être soumis uniquement à CSG, CRDS, dès que c'est du congé payé, un congé payé, on te le paye, mais ça va forcément être soumis à cotisation à un moment donné. Elle qui me dit, mon CDD d'alternance est terminé, est-ce que je pourrais avoir la deuxième partie de mon 13e mois qui est versée normalement en décembre? Je sais pas, quand tu dis ton CDD d'alternance est terminé, ça veut dire que tu as terminé avant le mois de décembre et que t'es pas passé en CDI dans l'entreprise. Mais pareil, le 13e mois, en fait, c'est très particulier. Donc, soit c'est une partie de ton salaire. Donc, ça veut dire que ton salaire est versé sur 13 mois au lieu d'être versé sur 12 mois. Et du coup, si
tu vas avoir la portion de ton salaire que sur la période de présence sur laquelle tu as été, soit c'est une prime de 13e mois, et dans ces cas-là, il faut voir quelles sont les conditions de la prime. Si dans les conditions d'attribution de la prime, ils exigent une présence au mois de décembre et que tu n'es plus là au 1 décembre, tu n'auras pas de 13e mois. Si non, c'est peut-être versé au prorata, faut se renseigner sur le contrat. Tina, est-ce que tu peux m'envoyer des sites en off, notamment le site d'Anthony, s'il te plaît? Malheureusement, Tina, j'ai beaucoup de messages tous les jours. J'ai pas le temps d'envoyer des messages individuellement, mais n'hésite pas à taper la paye facile sur Google et tu tombes sur le premier résultat. Ce sera le site d'Anthony. Matrioshka, dans mon contrat, il est dit que la prime de vacances est incluse dans mon salaire. C'est légal. Bah, il faut que tu ailles voir, en fait, dans ta convention collective, les règles d'attribution de la prime de vacances, et tant que ça respecte les règles d'attribution de la prime de vacances, bah normalement oui, mais si ça respecte pas les règles d'attribution, bah non, c'est pas légal. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, souvent, quand vous allez négocier votre salaire, quand vous allez voir votre contrat de travail, on va parler d'un package de rémunération, parce qu'une rémunération, c'est pas juste le salaire de base. C'est le salaire de base, ça peut être constitué de primes, ça peut être constitué de plusieurs types d'éléments, d'heures supplémentaires, etc. Et donc, si eux, ils mettent dans le contrat que tu as ta prime de vacances, en fait, que ce soit écrit ou pas dans le contrat, si la convention collective, elle prévoit une prime de vacances, ils sont obligés de te la verser. Après, eux, ça fait gonfler le salaire, mais en fait, c'est comme dire, oh, bah, je vais mettre dans ton contrat que tu as le droit au remboursement de 50% de ton titre de transport, qu'ils l'écrivent ou qu'ils l'écrivent pas, de toute façon, tu y as le droit. Donc, c'est juste quelque chose, je pense pas qu'il soit illégal, mais par contre, ils sont obligés de te le verser. Donc, qu'ils le précisent ou pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Vous avez sauté ma question. J'ai pas vu. C'est quoi la question? Je la retrouve pas. Est-ce que tu peux la remettre, s'il te plaît? Je la vois pas, il y a beaucoup de messages. Comment calcule-t-on les RTT pour les cadres au forfait jour, s'il te plaît? Merci. Franchement, ce genre de questions, j'aime pas parce que vous avez juste à taper sur Google calcul RTT cadre au forfait jour. C'est un calcul tout simple en fait. L'idée pour le principe de base, c'est juste de dire tu pars en fait des jours qu'il y a dans l'année, t'enlèves les congés, t'enlèves les RTT, t'enlèves les congés, t'enlèves les week-ends, t'enlèves tous les jours du forfait, et à la fin tu tombes sur le nombre de RTT qui reste à payer pour le cadre au forfait jour. Donc vraiment, t'as plein de sites où il y a des simulateurs, tu tapes juste RTT cadre au forfait jour, calcul, et tu as la réponse sur Google. Yes, Andrea, le package de rémunération. Exactement, faut vraiment avoir cette réflexion parce qu'en général, ils vont tout vous mettre dans un fourre-tout, comme dans le pack, pour gonfler la rémunération qui vous est proposée. Et c'est à vous de faire le tri. Est-ce que c'est une prime? Est-ce que ça va être quelque chose qui est intéressant pour moi? Est-ce que tous les mois, pour comprendre un petit peu quel est le salaire que je vais recevoir en net à la fin du mois? Ça marche? Du coup, 796, j'ai pas vu ta question, je sais pas si t'es encore là et si tu peux la remettre. Ah oui. Alors, Rima qui dit comment vérifier que je paye pas trop de cotisations, j'ai l'impression de jamais tomber sur la norme mais ma comptable ne m'écoute pas. Du coup, il faut vérifier son bulletin de paye et vérifier le calcul des cotisations. Après, forcément, il y a beaucoup de lignes de cotisation. Il y a pas de formule magique sur ce domaine-là, mais j'ai une formation qui s'appelle Check ta paye top chrono et qui vous apprend à vérifier votre bulletin de paye si ça vous intéresse. Et 796, c'est est-ce que vous connaissez un site gratuit pour vérifier un bulletin de paye? Non, je ne connais pas de site gratuit qui vérifie correctement un bulletin de paye parce que pour le coup, il faut quand même... il y a beaucoup de spécificités pour pouvoir vérifier un bulletin de paye. Tu peux utiliser le site de l'URSSAF pour faire des simulations de salaire, mais ça va pas être un outil qui va vérifier ton bulletin de paye. En revanche, sur Check ta paye, on propose des prestations payantes pour faire des vérifications de bulletin de paye par des gestionnaires de paye.
Ça marche. Bon, je crois que j'ai pris toutes les questions pour ce midi. N'oubliez pas, il y a le challenge. Si vous voulez apprendre à vérifier un solde de tout compte, ce sera le 3e jour du challenge. N'hésitez pas à venir aux 3 jours du challenge qui sont quand même hyper intéressants, quels que soient vos besoins autour de votre carrière. On va voir, comme je disais, négociation de salaire et comment est-ce qu'on fait pour bien comprendre une proposition d'embauche et pas se faire avoir, que ce soit pour une promotion, etc. Et le point numéro 2, le 2e jour, on va voir tout ce qui est la négociation d'un départ, comment pas partir de manière avantageuse. Et enfin, le 3e jour, la vérification du solde de tout compte. Perla qui dit, mon cas étant très particulier, si je réserve un créneau téléphonique, suis-je sûre de tomber sur toi, Awa? Alors, sur Check Ta Paye, il va y avoir plusieurs types de prestations. Pour tout ce qui est vérification de bulletin de salaire, je ne fais aucune vérification de bulletin de salaire personnellement. Je travaille avec une équipe de gestionnaires de paye que j'ai sélectionnée et qui m'accompagne sur ce sujet-là et qui sont les experts, parce que moi, juste pour vous refaire mon parcours, j'ai été gestionnaire de paye, mais ça remonte déjà à plus de 10 ans maintenant, même si je travaille toujours dans l'environnement de paye, je ne fais plus de bulletin de salaire depuis des années. Du coup, c'est les gestionnaires de paye qui font les prestations de vérification de bulletin de paye. En revanche, pour tout ce qui est coaching salarial, accompagnement à la négociation d'une rupture conventionnelle, négociation salariale et les formations, c'est moi qui m'en charge. Donc, si tu prends un call impact paye, oui, c'est avec moi. Il y a que moi qui fais les calls, donc c'est avec moi que tu auras l'occasion d'échanger. Ça marche. Donc voilou. Après, je précise juste, je suis pas avocate, je suis pas juriste, donc moi je fais pas du conseil juridique. C'est vraiment de l'accompagnement carrière, négociation d'un élément avec un employeur. Comment est-ce que je fais pour gérer mieux mon entretien annuel, etc. Ça va être plus sur ce genre de thématique que j'accompagne. Ça marche? Écoutez, j'ai été ravie d'avoir ce petit épisode FAQ. J'y retourne parce que j'ai pas mal de boulot. Je vous souhaite bon appétit, une bonne pause et puis on se dit à très très vite. Ciao ciao.